Bonjour à tous. Encore merci beaucoup d'être là. J'ai l'impression que je le dis toute la journée. Mais c'est important parce qu'il y a des C'est gens vrai. qui vont nous revoir à d'autres moments. Et c'est ça qui compte. Eh bien, là, on se retrouve avec, pour une conférence sur le dropshipping, la marketplace, sur toutes les questions qu'on peut se poser sur ces business. Avec toi, Laurent Nicolai, désolé, C'est pas grave. de chez Aniel, directeur e-commerce de chez Aniel. Pas tout à fait. Oula, Non. qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? En fait, je suis directeur digital, innovation et projet. Je ne suis pas directeur e-commerce. C'est pas que directeur e-commerce, c'est Non. ça? Je m'occupe C'est pas. encore plus. J'ai Xavier qui va être vexé là. Donc directeur digital d'une marketplace avec 55 millions de références, c'est ça, hein, et avec l'objectif de 100 millions. C'est ça. Donc le digital est au cœur d'Aniel. Donc c'est vraiment le top. Bah, je te laisse te présenter peut-être personnellement et puis après présenter Aniel. Ok, bon bah, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Laurent Nicolai, je travaille chez Aniel depuis maintenant 21 ans et bientôt donc 8 ans sur la partie e-commerce digital. Je t'arrête, il y a 21 ans, tu sais quoi du coup chez un peu moins d'e-commerce, j'imagine? Je faisais un peu moins d'e-commerce, je m'occupais de l'IT, de la logistique. Voilà, donc on était beaucoup plus petits aussi, donc on était multitâches. Ok, je te laisse continuer. Et donc voilà, donc je travaille pour la société Aniel qui est basée à Toulon, dans le sud, qui est un acteur historique de la distribution de la pièce automobile, donc c'est plus de 50 ans d'existence. Et on aura une petite vidéo qui va présenter une année charnière où en 2019, on a décidé de rester un distributeur de la pièce détachée, mais de se transformer aussi en une marketplace qui a, comme tu as dit, donc un peu plus que 55 millions. Hein, on est maintenant à 61 millions d'offres. On devrait atteindre les 75 d'ici la fin de l'année et on table 100 millions sur 2022. Et 15 millions de produits et 134 vendeurs partenaires. Donc juste pour que les gens comprennent bien le business, quand on est distributeur, ça veut dire qu'on n'a pas spécialement sa marque, on distribue les marques des autres, donc on est là finalement pour représenter les marques des autres. Quand on vient faire une marketplace, c'est que là on ouvre finalement la marque et la possibilité, le trafic et tout ça à d'autres. Et donc, quelle devient la différence là entre marketplace et dropshipping? Oh, t'as sauté plein d'étapes. Allez, Déjà, la première étape, ce serait de dire pourquoi Aniel, qui était un distributeur, s'est transformé en en marketplace. marketplace hybride. Puisque quand je dis marketplace hybride, c'est que Aniel devient l'opérateur de la marketplace, mais il devient aussi un des principaux vendeurs, puisque nous avons 25 000 références en stock. Donc voilà. Donc, 25 000. 25 000. Ouais. 25 000. Tu vois, Loin des 61 millions. loin des 15 millions de produits et des 60 Ouais. millions d'offres. Et justement, devant ce constat, en fait, on a vu que chez nos clients, on a un portefeuille de clients qui est composé de 8000 clients, on va dire à la fois 50% réparateurs, 50% revendeurs. Et donc on a fait le constat très rapidement que quand un de nos clients avait un besoin de réparer un choc sur des pièces automobiles, malheureusement, Aniel ne pouvait répondre qu'à 40% de ses besoins, entre 35 et 40% de ses besoins. Donc en gros, sur 10 pièces que voulait réparer, changer le réparateur, Avec Aniel ne pouvait en servir que 4. Donc devant ce constat, en fait, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Deux possibilités. Soit on fait la course au mètre carré, c'est-à-dire j'achète ou je loue des locaux, j'achète des pièces et je mets des tout à l'intérieur, entrepôts. voilà, ce qui demande énormément de ressources et d'argent. Ou on part sur un modèle marketplace, c'est-à-dire ok, Aniel va toujours avoir ses 40%, mais je vais permettre à mes clients de trouver sur ma plateforme e-commerce des vendeurs qui vont compléter ce choc. Et grâce à ça, on est capable, sur certaines marques, de proposer 100% du choc d'une marque. Fiat, un client qui vient, il est sûr de trouver 100% de ses besoins. Donc voilà, donc, on est parti sur ça, on s'est transformé en marketplace, donc du coup 15 millions de produits, 60 millions d'offres, ainsi de suite.
Ça veut dire que au début, tu as 25 000 références, tu es capable de répondre à 40% du marché. Donc ça veut dire que tes clients, mais ils allaient chez des potentiels concurrents pour aller chercher les 60% autres. Et donc, complexité après de logistique, de facturation, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc toi, à ce moment-là, tu te dis finalement, je vais aller marcher sur leur plate-bande en allant chercher les 60% de mon offre restante. C'est ça. Et donc là, tu te dis, impossible de le faire en direct. Donc je fais une marketplace. À ce moment-là, comment tu ouvres? À qui tu ouvres? Qui deviennent les marchands finalement de ta plateforme? Les premiers marchands qui sont visés, comme je souhaite compléter ma gamme, ce sont les concessionnaires. Je vais aller voir quasiment toutes les marques en leur disant, voilà, non, j'ai un projet marketplace qui va vous permettre d'avoir un nouveau canal de vente et moi de répondre à un besoin de mes clients. Donc voilà, c'est principalement les concessionnaires les premiers visés. Après, là on parlait de la pièce de carrosserie. On a fait aussi notre marketplace, c'est que tout à l'heure je disais, sur la pièce de carrosserie, Agnel ne pouvait répondre qu'à 40% de ses besoins, du réparateur, pardon. Mais si on regarde tous les fournisseurs de ce réparateur, cette part elle tombe à 25%. Et quand on a fait le choix de faire la marketplace, on s'est dit, bon, on va pas faire qu'une marketplace de pièces de carrosserie, on va faire une marketplace qui va devenir un one-stop shop pour du réparateur, et donc on va créer des univers. Donc l'univers carrosserie, c'est naturel, évident, mais on va créer un univers de consommables de carrosserie, consommables de peinture, outillage, équipement d'atelier, équipement des salariés, des collaborateurs, ainsi de suite. Donc voilà, donc on a vraiment ouvert. Donc, sur la pièce de carrosserie, les premiers vendeurs, c'était les concessionnaires. Et sur les autres univers, ce sont surtout les fabricants qu'on vient chercher. C'est du coup l'avantage de la marketplace, c'est que là, tu peux aller très 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 vite, avoir une offre hyper large, pouvoir combler pas mal de besoins. Comment tu sélectionnes ces vendeurs? Est-ce que c'est drastique? Est-ce que on prend tout ce qui vient un peu à la Amazon et on arrose et puis on fera le choix après? Enfin, c'est le client qui va faire le choix. Comment tu réfléchis à ce moment-là ton offre? Non, justement, on veut pas faire comme Amazon où n'importe qui peut venir vendre sur la marketplace. Tous les vendeurs sont sélectionnés, onboardés par l'équipe de Xavier, qui est le directeur marketplace. Donc voilà, c'est vraiment drastique. Pas n'importe qui vient sur notre marketplace. Un vrai rapport de qualité. Oui, parce qu'au final, c'est le client qui va choisir. Et voilà, donc si malheureusement on venait à onboarder un vendeur qui ne serait pas sérieux, c'est le client qui est pénalisé. Et après, c'est Agnel qui sera aussi pénalisé à son tour. Bon, je suis très bavard. On a oublié la vidéo. C'est pas de souci. Si vous voulez lancer. Donc c'est peut-être le moment. Agnel Marketplace est la première plateforme B2B de distribution de pièces de carrosserie et de consommables. Elle met en relation des fournisseurs et des réparateurs et se positionne ainsi comme le one-stop shop du carrossier. Reposant sur un modèle inclusif, elle centralise l'ensemble des besoins d'achat du réparateur et offre aux fournisseurs un nouveau canal de distribution. Que retrouve-t-on sur Agnel Marketplace? Différents univers sont proposés. Pièces de carrosserie, outillage, consommables de carrosserie et de peinture, protection, hygiène et équipement des locaux, plus de 50 millions d'offres proposées pour 15 millions de produits de toutes marques accessibles en un clic, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pourquoi embarquer dans l'aventure Agnel Marketplace, le nouveau rendez-vous des professionnels de la carrosserie? En tant que réparateur, retrouvez l'ensemble de vos partenaires habituels et découvrez beaucoup d'autres fournisseurs. Centralisez vos commandes sur une plateforme complète, gagnez du temps et recentrez-vous sur votre cœur de métier. Faites vos choix parmi plus de 50 marques disponibles en ligne, des plus répandues aux plus exclusives, et accédez à une offre chaque jour grandissante. En tant que fournisseur, profitez d'un canal de distribution supplémentaire drainant plus de 50 000 visiteurs chaque mois et regroupant plus de 8 000 clients ultra qualifiés, vous permettant ainsi d'élargir considérablement votre zone de chalandise et ainsi d'augmenter votre chiffre d'affaires. Quels sont les atouts d'Agnel Marketplace? Commander sur la Marketplace, c'est être accompagné à tout instant par nos équipes expertes de l'aftermarket automobile, qu'il s'agisse de vous aider à passer vos commandes ou bien d'atteindre vos objectifs de vente plus rapidement.
En tant que réparateur, profitez d'une interface connectée aux outils de chiffrage et DMS que vous utilisez au quotidien et sécurisez ainsi l'ensemble de vos commandes. Disposez d'un système de paiement unique par LCR et carte bleue entièrement sécurisé. En tant que vendeur, accédez à un outil à la pointe de la technologie proposant un référencement simplifié des produits, une gestion des prix en fonction de la typologie des clients ou encore en fonction des volumes commandés. Bénéficiez d'un support marketing pour mettre en avant votre entreprise et vos produits à travers divers canaux de communication ou directement sur la marketplace et assurez vos ventes. Alors n'attendez plus, créez votre compte et débutez l'expérience Aniel Marketplace. Rendez-vous sur anielmarketplace.com. Moi, j'avais tout compris avant la vidéo. Hein. Franchement. Merci. Non, mais, alors, du coup, reprenons sur la marketplace. Donc, tu ouvres, on le voit, combien de vendeurs à la fin finalement? Parce que c'est millions d'offres, mais combien de vendeurs? Je crois que c'est 134 vendeurs live. Ah oui, donc finalement, c'est pas tant que ça. C'est loin de ce qu'on imagine des marketplaces, Fnac, Cdiscount ou autres. Donc 134 vendeurs, que là, du coup, tu peux sélectionner beaucoup plus facilement. Tout prend sens. Et donc, tu ouvres ton offre. Donc, quand le client achète chez Aniel, finalement, à ce moment-là, est-ce qu'il sait à qui il achète? Est-ce que c'est transparent? Est-ce qu'il pense qu'il achète à Aniel de ses entrepôts? Comment lui perçoit cette expérience? Alors, pour le client, c'est complètement transparent. Donc tout à l'heure, je disais qu'on avait une marketplace hybride, c'est-à-dire que Aniel est toujours un distributeur, donc il propose toujours ses 25 000 produits. Donc quand le client fait une recherche, il arrive sur une page de résultats, et sur cette page de résultats, il va voir que telle offre est vendue par Aniel, telle offre est vendue par tel vendeur, telle offre est vendue par tel vendeur. C'est complètement transparent. Donc et donc, c'est vendu par, et c'est livré par qui? Dans notre si j'ai un panier avec 5 vendeurs. Ce sera 5 livraisons du vente. Là, on est vraiment sur le modèle marketplace où l'achat se déroule entre le client et le vendeur et la livraison se déroule entre le vendeur et le client. Moi, j'ai toujours un truc qui m'interpelle sur les marketplaces, t'as 134 concurrents, finalement, qui viennent vendre chez toi, ou en tout cas que tu vas pouvoir à un moment concurrencer. Si tu as 25 000 références, tu peux avoir les meilleures, tu peux avoir celles qui se vendent le mieux. Quel est pour eux l'intérêt, alors j'imagine de récupérer ton trafic, mais quel est pour eux l'intérêt sur le long terme de venir finalement s'acoquiner avec quelqu'un qui fait un peu le même métier qu'eux? C'est une bonne question, ça. Pour eux, c'est vraiment d'avoir accès à une clientèle qu'ils n'ont pas forcément. De ne pas être obligé d'avoir des sales sur le terrain pour aller chercher ces clients-là. Donc voilà, c'est tout cet avantage-là qu'ils vont en retirer. Ouais, donc finalement, c'est presque... Ils vont perdre une partie de la marge, mais ils vont la récupérer sur des économies, peut-être de personnel, peut-être ce genre de choses, c'est ça? C'est ça. Ok. Et donc, on a la marketplace. Là, la conférence, c'est comment passer d'un modèle marketplace à un modèle dropshipping. Donc, la brique du dropshipping arrive à quel moment? Quelle est la réflexion stratégique qu'il y a derrière? Et à quoi ça correspond exactement? Alors, petite définition du modèle dropship, c'est en fait, je vends des produits que je ne stocke pas. Voilà. Ok, ça c'est bien de dire ça. Maintenant, comment ça se constate? C'était aussi marketplace. Tu vendais des produits que tu ne stockais pas. Pas tous. Oui, tu as raison. Mais voilà, bon, tu as raison sur ça. En fait, quand on a présenté le projet marketplace à des fabricants, très rapidement, on s'est aperçu que plusieurs d'entre eux nous ont dit « Ah, c'est super bien votre projet, mais je peux pas. » Pourquoi tu peux pas? Donc voilà. Et on a fait plusieurs comme ça. Et on a creusé et on s'est aperçu que en fait, certains fabricants ne pouvaient pas venir sur la marketplace pour 3-4 raisons. La principale, c'est que ces fabricants, en fait, n'ont pas le droit, ou ne peuvent pas apparaître en tant que vendeur
C'est-à-dire que le nom ne peut pas être associé sur notre Annual Marketplace, sur le front, sur une offre, aussi bien donc sur le front que sur les documents commerciaux. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Parce que leur modèle économique n'est pas le même. C'est-à-dire que eux, ces fabricants, ils vendent à des plateformes. Ces plateformes vendent à des distributeurs. Voilà, et le distributeur va vendre au réparateur final. Donc, le fabricant n'a pas le droit d'aller directement et ouvertement vers le client final. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est... Ça, c'est 100% de nos cas. Déjà coquin, parce qu'on voit la suite. La deuxième raison, c'est de dire, OK, c'est bon, on va mettre ça de côté, on sait comment on va faire. Par contre, il dit, non, en fait, c'est que je ne sais pas livrer le client final. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, en tant que fabricant, j'ai l'habitude d'expédier des gros volumes, des palettes. Voilà. Et je ne sais pas faire du détail. Et je ne veux pas faire du détail. OK. Donc là, on rentre dans un modèle dropship, on en parlera certainement tout à l'heure, mais voilà. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est qu'ils ne veulent pas s'embêter avec la compta. C'est-à-dire que dans un modèle marketplace, comme la transaction se passe entre le client et le vendeur, chaque fois qu'un vendeur recevra une commande avec un nouveau client, il serait obligé d'enregistrer ce client dans son ERP. Donc voilà. Côté compta, ils disent non, moi je veux juste un seul intermédiaire et ça me suffit. Et la quatrième raison qui concerne des fabricants bien précis, c'est qu'en fait, eux ne connaissent pas assez le marché français et ne savent pas vendre. En fait, ils ne savent pas à quel prix vendre. Donc, voilà. Donc du coup, devant ce constat-là, on s'est dit, on va travailler sur le modèle dropship. Et c'est pour ça que voilà, on se dit, on peut le faire. Et pourquoi on peut le faire? Parce que nous, chez Aniel, on aime bien innover et on aime bien surtout apprendre. C'est-à-dire que quand on a une idée, on fait du test and learn. On a une idée, on teste, si c'est bon, on y va. Et donc, avant de se lancer dans des développements techniques sur comment standardiser les flux, en fait, ça fait plusieurs mois qu'on fait du dropship en manuel. Tout simplement, pour ces fabricants-là, on a créé des boutiques qui sont badgées Aniel. Voilà, comme ça c'est transparent. Certes, le délai de livraison est un peu plus long, il y a 24 heures de plus. Mais on pousse leurs produits, on pousse leurs offres. Et on s'est aperçu que oui, c'est intéressant. Et oui, il y a du chiffre d'affaires à aller chercher. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu reçois une commande, le client pense que c'est Aniel. Donc toi, tu vas acheter le produit chez ton fournisseur, il te le livre, et tu le ships. C'est ça, voilà. La première raison, quand j'ai dit tout à l'heure que la première raison, c'était 100% des cas. Et en fait, on s'est aperçu que la deuxième raison, c'était qu'ils ne savaient pas livrer. Donc 75% des cas de ces fabricants-fournisseurs qui sont intéressés par le modèle dropship, en fait, il y a une partie logistique qui est de cross-dock. Et c'est pour ça que nous, dans le test and learn, on s'est dit, on va prendre le modèle le plus complexe. Et on y va. Et donc, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on reçoit la commande du client. Jennifer va passer la commande chez le fournisseur. Le fournisseur nous livre. Alors, lui, il nous livre effectivement en palette. J'éclate et je livre le client final. Et du coup, est-ce que tu commandes genre un produit chez le fournisseur, ou est-ce que là, pour le coup, tu es obligé, toi, d'avoir des MOQ que tu assumes en ayant un minimum de stock et que tu vas essayer de revendre au plus vite? Non, commande un produit par... Ok. Donc finalement, il sait faire un produit. Oui, alors, en fait, il sait faire pour Aniel. C'est-à-dire qu'il prend la commande, on a travaillé avec lui. Ça ne veut pas dire que tous les fabricants sauront le faire, parce que effectivement, c'est un de nos cas, parce que le modèle dropshipping n'est pas encore live chez nous. Hein. Il est live manuellement, mais on voudrait standardiser tout ça. On sait justement, on a ce problème-là de la commande fournisseur. On sait très bien que si j'envoie des commandes fournisseurs à l'unité, certains vont pouvoir le gérer. C'est le cas dans les fabricants qu'on a sélectionnés, mais je sais très bien que j'en ai qui, à un moment donné, vont dire oh, stop, envoie-moi une commande avec le récap, et après on y va. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va peut-être impliquer des commandes plutôt groupées, donc peut-être des multi-journées, des semaines, avec des délais qui sont un peu plus longs? C'est des commandes à la journée, non. Ouais.
Ok. Voilà, ça on ne pourra pas faire des commandes multi-journée ou à la semaine. Nous, c'est toutes les commandes de la journée, on doit les envoyer, puisque avec certains fabricants, on a des rotations quasiment quotidiennes. Okay. C'est-à-dire qu'eux, ils nous livrent tous les jours, donc si on fait du regroupement, ce sera uniquement la journée. Et donc ça veut dire que, parce que dans le modèle, si j'essaye de bien comprendre, tu m'arrêtes si j'ai dit une bêtise, mais en marketplace, ça part du client, enfin ça part du fournisseur, ça va chez le client, il y a un transport. Là, ça passe par vous, il y a de la manutention. Ensuite, il y a un transport, il y a une perte de valeur, entre guillemets, une perte financière, parce qu'il y a quand même plus de personnes qui interviennent, donc plus de marge, donc plus de tout ça. Comment le client final s'y retrouve, ou en tout cas, comment c'est transparent pour lui d'un point de vue financier? Bah lui, en fait, effectivement, c'est pas transparent, parce qu'il a passé la commande chez Agnel et il est livré par Agnel. Lui, il va s'y retrouver simplement parce que je vais pouvoir négocier des prix avec ce fournisseur-là beaucoup plus intéressant et donc proposer un prix de vente beaucoup plus intéressant qu'un voilà. Ok, donc finalement, pour toi et pour le client, ça change rien, voire c'est mieux, parce qu'il a du cross-dock et donc il a une seule commande qui arrive tous les matins au lieu d'en avoir 5. Et... Il a ça. Pour lui, c'est complètement transparent parce que le SAV, c'est avec Agnel. C'est plus. Voilà. Désolé, excuse-moi. Donc voilà. Donc pour le client, c'est un avantage, c'est que lui, il a commandé les pièces chez Agnel, il est livré par Agnel. Il y a un problème, le SAV, c'est Agnel. Donc ça veut dire que si il y a une pièce qui arrive cassée, qu'il faut faire un remboursement, ça se passe comment? C'est Agnel. Okay. Donc alors après, naturellement, en dehors d'un litige transport, hein, mais si une pièce arrivait cassée qui ne serait pas due à un litige transport, c'est Agnel qui supporte le remboursement ou l'avoir de la pièce. Donc, ça change quand même un petit peu votre métier, même si finalement ça le rapproche du premier métier qui était celui de distributeur, mais en tout cas vous avez fait un premier pivot vers la marketplace où là vous deveniez avant tout une boîte digitale avec 25 000 références et j'imagine toute la complexité que ça représente, et là vous repartez finalement sur presque un prestataire logistique, préparateur, gestionnaire de commandes, quoi. Oui. Donc c'est vraiment... parce que le besoin est là, c'est que malheureusement on ne peut pas convertir tous nos fournisseurs en vendeurs. Et comme on souhaite toujours répondre aux besoins de nos clients, bah oui, on passe par là. Mais bon, après, historiquement, c'est ce qu'on fait, donc c'est pour ça que c'est important de le standardiser, de l'industrialiser, pour justement que ça ne soit pas aussi pénible. Et du coup, Agnel, en tant que entreprise capitaliste, elle préfère la marketplace, ou entre guillemets, c'est une boîte d'acquisition web pour des fournisseurs, ou est-ce qu'elle préfère le dropshipping, où ça devient une boîte d'acquisition web plus un partenaire logistique? La dernière partie. Je ne sais pas si je préfère l'un ou l'autre, en fait. Moi, je crois aux deux. Ouais, j'ai pas de préférence. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, potentiellement, si tu me dis par exemple que c'est le dropshipping, que le dropshipping, il pourrait à un moment venir écraser un peu l'offre marketplace en disant, les gars, vous passez tout par nous. Et alors, je prédis pas l'avenir, mais je pense pas. Je pense pas parce que je vais te donner un exemple. Je vois même moi, pour certains fournisseurs, le modèle dropshipping comme un premier step pour les convertir au modèle marketplace. Pour en avoir discuté avec pas mal, ils ont des réticences, donc ils disent non, je peux pas pour l'instant. Ok, je te présente le modèle dropshipping, il m'intéresse. Ah, mais tu vois, si j'arrive à démontrer que ça ne met pas en péril mon réseau de distribution, ainsi de suite, peut-être à un moment donné, je vais pouvoir switcher d'un modèle dropshipping à un modèle marketplace. Donc moi, je le vois plus comme ça, tu vois. Je pense pas qu'il va... Et j'imagine que du coup, il doit y avoir plein de distributeurs aujourd'hui en France que vous êtes finalement en train d'aspirer un petit peu. Alors, j'ai regardé, il y en a plein d'autres. Ouais, on est petits, hein. Ouais, non mais tu vois, vous êtes finalement en train d'en aspirer au fur et à mesure. Est-ce que vous n'allez pas, à la fin, potentiellement, les éteindre? Non, parce que le potentiel de la pièce de rechange, il est tellement énorme, et on parle en milliards d'euros. Que en France? Qu'en France. Donc que nous, tu vois,
on va faire 30 millions d'euros, donc non, on risque pas on va pas les mettre en péril. Ouais. Bah, 30 millions d'un milliard, c'est 3%. Hein. Tu as raison. Mais après, le distributeur apporte un service où moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas concurrencer. Sur certains secteurs, le distributeur est capable de livrer en 1, 2, voire 3 fois par jour, ce que moi, je ne peux pas faire. Donc voilà. Moi, je vais venir concurrencer le distributeur quand la pièce qu'il n'a pas en stock. C'est là. Plutôt que parce que là, le distributeur qui n'a pas la pièce, il doit la commander à la plateforme et ainsi de suite. Donc c'est là-dessus que moi je vais. Et il n'y a pas un modèle qui pourrait aussi être alternatif du distributeur qui reçoit des commandes clients où il a un manque de stock et qui vient piocher chez Agnel? C'est dans la roadmap. Comment? C'est dans la roadmap. Je vais pouvoir travailler chez Agnel. Ouais, Ou finalement, vous devenez une marque blanche pour eux en se disant ouais, nous on a l'ouverture sur les marques que tu n'as pas, sur des contrats que tu n'as pas, à des prix que tu n'as pas. C'est une possibilité, ouais. Ouais. Ça vient mapper quand même un gros secteur. Et justement, en préparant, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de boîtes de distribution de pièces détachées sur Internet. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces boîtes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y en a peut-être 1, 2, 3 et pas toutes qui vont réussir? C'est quoi? C'est l'offre? C'est la qualité du service? C'est la rapidité dans la logistique? C'est quoi qui va faire la différence? C'est un peu tout, c'est les trois. Pourquoi je dis c'est les trois? Parce qu'en fonction de nos clients, il y en a certains qui veulent les délais de livraison. Il y en a qui préfèrent la qualité de service. Il y en a qui préfèrent l'offre, le prix. Donc c'est les trois. Et nous, c'est justement ce qu'on veille à toujours garder en tête et à proposer, c'est les trois en même temps. Des offres au meilleur prix, essayer de faire des livraisons le plus rapidement possible et une qualité des produits. Et du coup, comment on s'assure du meilleur prix quand finalement tu viens être un nouveau canal pour des distributeurs, bon, c'est déjà le métier de distribuer, comment tu t'assures que eux ils fassent le meilleur prix ou en tout cas au moins le même prix que ce qu'ils auraient vendu en direct à un carrossier ou Comment tu t'assures que chez toi ils vendent pas plus cher qu'ailleurs? Alors, j'ai pas le distributeur chez moi. Pour l'instant, c'est Les fournisseurs. Voilà. Donc, parce que le fournisseur, il vend à la plateforme, après la plateforme, il vend au distributeur. Donc chaque fois, il y a des points qu'il lâche. Donc normalement, vous êtes sûr d'être au bon prix, quoi. Je suis sûr d'être au bon prix. Parce que derrière, j'imagine que ça doit être un gros management, un yield management, en se disant comment je fais en sorte d'être au meilleur prix par rapport à mes concurrents. Donc ça doit être une analyse quotidienne ou en tout cas. C'est ce qu'on est en train de mettre en place justement. Okay. C'est ce qu'on n'avait pas et ce qu'on a décidé de mettre en place cette veille concurrentielle sur les tarifs. Techniquement. Pour l'instant, c'est un peu à la mano. On a un data analyst qui check tout. Voilà. Voilà. Donc, on voudrait un peu changer ça. Ouais. Et justement, du coup, c'est quoi la vision d'Agnel? C'est quoi Agnel demain? On voit cette offre qui grossit. Jusqu'où elle va grossir? Est-ce qu'elle va rester dans ce secteur-là? Est-ce qu'elle va s'ouvrir encore à autre chose? On a vu qu'Amazon est parti avec des livres. Hein. On s'interdit rien. Ça, c'est une règle chez Agnel, c'est qu'on s'interdit rien. Donc, je pense que là, on a parlé de la pièce de carrosserie, sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que pour l'instant, la pièce de carrosserie que l'on vend, c'est du véhicule particulier, du véhicule utilitaire. On veut toucher les camions, on veut toucher la moto, et une fois qu'on a tout fait ça en France, on veut ouvrir ça en Europe, en Afrique du Nord. Donc voilà, Agnel lendemain. Il y a un peu de ça ouvre des perspectives assez fortes. J'imagine qu'il va y avoir d'autres contraintes parce que tu dois avoir peut-être des partenaires qui ont des zones locales sur lesquelles ils ont le droit de vendre et pas d'autres, parce que bon, ça arrive quand même très souvent. La logistique va être différente, ça va multiplier quand même les entrepôts, les choses. C'est un plan ambitieux, quoi. Oui, c'est bien d'être ambitieux, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc oui, donc tu as raison, ça va nous poser plusieurs problématiques, mais on n'est pas effrayé. Et tout à l'heure, tu donnais le chiffre de 30 millions, c'est la marketplace ou c'est l'ensemble de la boîte qui fait 30 millions aujourd'hui?
C'est l'ensemble. Ok. C'est l'ensemble, puisque comme Agnel est un des principaux vendeurs de la marketplace, donc tout le trafic, toutes les commandes d'Agnel passent par Agnel Marketplace. Donc c'est pour ça que c'est l'ensemble. Ok. Et je vais être un peu provoque. C'est comme ça. Mais 30 millions avec 55 millions d'offres, ça fait 60 millions même. Ça fait un paquet d'offres qui ne sont pas vendues, non? C'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est quoi ta question? C'est de se dire finalement, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a plein d'offres qui seront jamais vendues, c'est de la gestion, c'est même de la fabrication. Il y a des produits qui sont peut-être inutiles sur ce marché, mais qui existent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Agnel Marketplace, on gère l'intégralité de la data produit. C'est-à-dire qu'on, dans une marketplace, on pourrait très bien dire, OK, je reste l'opérateur et ce sont les vendeurs qui vont venir avec leurs produits. Nous, dès le départ, on a dit, c'est nous qui maîtrisons la data produit. Donc effectivement, on a 15 millions de produits. Tu as raison. On ne vend pas les 15 millions de produits. Donc on est aussi en train de faire un petit travail de nettoyage de cette data. Mais aussi, pas qu'on a un problème. En fait, le réparateur, quand il vient sur Agnel Marketplace, je ne sais pas ce qu'il veut. Quand il y a un choc, je ne sais pas les pièces qui sont à rechanger. Donc je suis quand même obligé de lui proposer l'intégralité des pièces qui sont disponibles sur ce véhicule. Malheureusement, comme tu dis, il les prend pas toutes. Parce que c'est vrai qu'il y a une question aussi on sait que, alors ça t'y est pour rien, justement tu es même peut-être en train de trouver des solutions, mais c'est quand même une industrie hyper polluante, c'est une industrie qui surproduit beaucoup, où là j'imagine, parce que s'il y a tous ces vendeurs, ça veut dire que les produits existent physiquement, ils sont quelque part, ils sont entreposés, il y a des gens qui bossent dessus. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on a besoin de tout ça aujourd'hui, ou est-ce que ça va un peu se tasser au fur et à mesure, et justement avec des acteurs comme les vôtres qui récupèrent une data assez gigantesque, vous allez finalement pouvoir être presque force de proposition vis-à-vis des fournisseurs en disant ok les gars, là-dessus arrêtez quoi. Si un jour Agnel devient force de proposition par rapport aux constructeurs, on aura gagné quelque chose. Ça va être compliqué. On a dit qu'il fallait être ambitieux. Tout à fait. Non, ça va être compliqué puisque c'est le constructeur qui décide les produits qui décide de produire et de mettre sur le marché. Donc, donc vous, finalement, vous êtes fin de chaîne, quasiment, en se disant je pense qu'il donne, quoi. C'est ça. Et du coup, t'as pas tout à fait répondu. Tu disais que tu ne te laissais pas de limite sur le demain. Il y avait une ambition internationale. Est-ce qu'il y a aussi une ambition au-delà de l'automobile? Alors on a vu voiture, camion, scooter, etc. Est-ce que demain, la marketplace, ça pourrait imaginer s'ouvrir, faire de l'assurance, faire... Oui. Alors ça c'est vraiment une roadmap à très 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 long terme. Mais oui, on a réfléchi et on a dans notre coin de notre tête d'avoir une marketplace de proposition de véhicules de prêt, parce que quand tu fais réparer ton véhicule, on te prête un véhicule, de l'assurance, voilà, tout ça. Là, du coup, tu deviens B2C. Ça veut dire que pour le moment, non, 100% B2B. Toujours B2B. Ok. Toujours B2B. Pour l'instant, il n'y a pas de volonté. Alors, nous, en tant qu'Agnel, il y aura certainement une volonté d'ouvrir sur des marketplaces B2C. Mais bon, on restreint le nombre de références. Mais que Agnel Marketplace, la plateforme e-commerce s'ouvre au B2C, pas pour l'instant. Ah ouais, donc ça veut dire que si moi demain j'ai un problème que je sais la réparer chez moi, j'achète pas chez vous. Bon, tu m'appelles. J'ai pas de voiture. J'ai qu'un scooter. Le jour où on aura le scooter. Non mais c'est ça. Ça, il n'y a pas l'ambition de venir finalement court-circuiter ce petit... Pas pour le moment. Par respect de vos partenaires ou parce ouais, que c'est un autre métier? C'est complètement un autre métier et par respect à nos partenaires. Et aujourd'hui, comment se passe l'acquisition? Est-ce que c'est une acquisition un peu à l'ancienne de terrain en allant voir chacun des carrossiers, etc. Est-ce que c'est de l'acquisition digitale? Comment ce métier finalement il se transforme? Alors, c'est encore énormément de l'acquisition terrain. On a une force de vente. Bon, nous, on est basé dans le sud, donc on va dire que je force un peu le trait, mais si on tire une ligne de Toulouse à Lyon, on est connu. Et on n'a pas besoin de faire de la méga acquisition. Par contre, dès qu'on va dépasser cette ligne-là, là, oui, voilà. Le nord. C'est ça. Voilà.
Et donc là, oui, là, on densifie notre force commerciale. On participe à des events qui sont vraiment dédiés au monde de l'automobile. On signe des partenariats avec des groupements. Voilà comment on fait. On fait un peu de digital. On commence, on fait du digital. Maintenant, après nos clients, cette conversion est assez faible. Cette acquisition, pardon, est assez faible. Et justement, tu fais un lapsus intéressant. C'était ma question d'après. C'est le client qui vient chez toi, il a un besoin assez précis. Il sait quelle voiture il doit réparer, etc. Comment tu travailles pour augmenter son panier d'achat? Est-ce que finalement, tu as comme une marketplace classique en se disant je vais faire améliorer son panier d'achat, etc. Ou est-ce que finalement, tu subis un peu, entre guillemets, sa demande parce qu'il sait exactement qu'il a besoin de ce produit? Alors, pour l'instant, c'est ça. Effectivement, je subis. Ça veut dire que c'est un tunnel de commande. Il a fait une recherche. Il a son IMAT. Il a besoin de 10 produits. Il commande ces 10 produits. Donc voilà, basta. Et moi, justement, je veux le convertir. Je veux lui proposer des produits. Je veux lui faire de la vente additionnelle avec des produits dont il a besoin. Du consommateur de carrosserie, du consommateur de peinture. Donc c'est là-dessus que je veux travailler pour augmenter mon panier. Donc ça, c'est ton job, du coup, faire en sorte de... Alors, c'est pas mon job. En fait, moi, mon job, c'est de porter la vision de la marketplace. Après, effectivement, on a des équipes. Je parlais tout à l'heure de Xavier, mais on a d'autres personnes qui sont là aussi pour mettre en place tous ces outils-là et faire augmenter le montant du panier. Oui, parce que peut-être c'est une question très bête, mais une fois que vous avez quasiment 100%, vous êtes capable de répondre à 100% des besoins, votre client, il devient supra fidèle parce que finalement il va commander quasiment tous les jours, ou quelle est enfin oui, déjà, alors est-ce qu'il devient fidèle et pour quelle raison il l'est ou qu'il l'est pas? Alors on a des clients, qui sont très 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 fidèles, tout ça parce qu'on leur apporte une offre, un service, et ça ils apprécient. Après, on en a qui ne le sont pas, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que historiquement, Agnel était un distributeur, donc les gens venaient chez Agnel parce qu'ils n'avaient pas trouvé la pièce chez le concessionnaire. Et donc là, maintenant, il faut qu'on leur explique, moi c'est le travail qu'on fait, c'est que, en fait, non, va pas déjà voir ton concessionnaire, viens déjà sur Agnel Marketplace. Si jamais on n'a pas. Et voilà, et c'est exactement, et si jamais tu n'as pas, tu retournes voir ton concessionnaire. Donc voilà, c'est plus comme ça qu'on le voit. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était hyper intéressant et je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est rare qu'on entende parler du modèle dropshipping de façon positive. C'est souvent on pense à des produits chinois où on veut justement aucune traçabilité parce que ça craint. Là, on entend un discours avec un modèle dropshipping et qui soit positif pour le client, pour vous, pour quasiment tous les intermédiaires, pour tous les intermédiaires. C'est exactement ça. Les trois sont gagnants. Et c'est génial, donc je trouve que c'est super inspirant, donc merci beaucoup. Merci et puis j'espère pas 30 millions, mais 100, mais 200, mais 300. Hein. J'espère aussi, exactement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.